Bonjour à tous, merci d'être venus, ça fait plaisir de tous vous revoir. Vous allez avoir une conférence un peu à ma sauce, c'est-à-dire que ce n'est pas une conférence magistrale, il n'y a rien d'écrit, c'est juste que je veux vous emmener un petit peu dans mon monde, qui est aussi le vôtre d'ailleurs, mais je ne vais pas me contenter de faire des descriptifs de végétaux, des listes de vivaces, de roses ou de petites fleurs de jardin, mais vous emmener encore une fois à penser que l'arbre, ce n'est pas un objet de décoration, même si on l'utilise comme ça dans les jardins, et moi le premier, hein, c'est-à-dire que celui-ci, il irait bien, hein, enfin, les foires aux plantes servent à ça, on va en choisir un, on n'a pas cette couleur-là, on n'a pas ce feuillage-là, mais que c'est un être vivant, entièrement vivant, doué de sens, de réflexion, de boire, de manger, de vivre, d'espérer de vivre et d'espérer d'avoir des enfants, une progéniture. Donc on est quand même dans le vivant, au même titre que tout ce qui est reproductibles sur cette planète, les animaux y compris. On en oublie souvent que ce vivant-là, il a des réactions et des ressentis. Alors évidemment, quand je commence à dire que j'ai un contact avec les arbres, ça fait sourire souvent, moins les Italiens quand même. Mais, tout le monde a un peu son petit arbre, sa petite plante chouchou dans le jardin avec qui on passe plus de temps. L'idée, elle est là, en fait, de vous parler un petit peu de l'esprit de l'arbre. On parle souvent du corps, de la matière, mais un peu moins de l'esprit. Ceci dit, je ne vais pas m'en aller noyer dans des visions géobiologiques et spirituelles. On reste dans le concret de l'arbre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je crois que bon, voilà, j'ai fait une petite liste de qui je suis. Je ne me suis pas trompé sur les dates. J'ai commencé à 15 ans comme jardinier et puis bon voilà, j'ai travaillé dans différentes entreprises avant de créer mon univers que j'ai appelé Arborea. Et puis ben voilà, je passe mon temps, vous l'avez vu dans les jardins, je peux pas éviter de faire des visites de jardin et de paysages parce qu'en fait, un peu comme vous, tout me passionne. La vie est courte et j'aimerais en faire deux fois plus, mais je crois que j'en fais déjà quatre fois trop. Depuis pas mal de temps, je fais des photos. On les voit pas souvent, à part souvent, bah, c'est sur les conférences. J'en mets quelques-unes. Alors c'est de l'extrait. À partir enfin de cette année, j'allais dire de l'année prochaine, je vais à chaque fois essayer de vous présenter peut-être une petite expo photo quand on fera des actions à Méginan sur des thématiques. Parce que du coup, je cumule tellement de photos que maintenant, il faut que je les sorte de l'ordi, que je les imprime que je les encadre, c'est un peu de boulot, mais je me rends compte qu'il y a un regard qui est complètement différent sur l'objet de photo par rapport à une projection. Et puis, ben, voilà, faut les sortir de l'ordinateur. En fait, je suis un petit peu dans l'idée. Le 27 août, oui, vous êtes tous, tous conviés. Ouais, le 27 août. Euh, tiens, parce qu'on est dans les dates et qu'après, on va passer au gâteau, donc il y aura plus d'oreilles. Un ventre affamé. Normalement, cette année, je vais créer une association, pas à l'opposé de Tali, mais par rapport au jardin que je travaille à Méginan. On est sur une parcelle d'1,5 hectare pour ceux qui ne la connaissent pas. Enfin, l'ensemble fait 3 hectares, mais sur 1 hectare, 1,5 hectares, je suis en train de créer des petits modèles de jardin qui sont pas conventionnels, vous m'excuserez. Il y en aura un qui sera peut-être un peu plus et qui va démarrer au mois de début avril avec un ami paysagiste architecte japonais et qui vient en Europe une à deux fois par an. Donc on avait eu des formations avec lui il y a quelques années. J'avais suivi un cursus sur le jardin japonais traditionnel. Alors c'est très, tout est nommé, chaque caillou a un nom, chaque plante a un rôle, a une place. Enfin c'est bon, j'adore, mais c'est un peu lourdingue. Mais ce qui fait que quand on va au Japon, pour ceux qui ont la chance d'y aller, c'est d'une perfection juste incroyable, mais hyper codifiée. Donc on va faire une partie qui fait, sur une zone de 6000 mètres carrés, on va faire une partie, on va dire, de moins de 3000 mètres carrés qui sera en jardin traditionnel. Le reste, ça sera inspiration, ça suffira largement. Donc avec un jardin de thé, un système de cascade, bassin, ruisseau. Bon voilà, un gros projet. Euh, Peut-être que je vous en reparlerai éventuellement pour
comme ça va se passer sur une semaine, la première tranche de travaux, peut-être pour venir voir, mais je pourrais pas, enfin, j'y vais avec des pincettes parce que je pourrais pas être au travail, gérer les deux, trois personnes sur lesquelles on sera au boulot, le japonais, les traductions, parce que euh, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc l'association, elle va servir à poser un peu cette histoire de jardin. Et puis cet automne, on va essayer de faire une sorte de, pour inaugurer la première année de l'association, une journée en accueillant des artisans, forgerons, des gens qui travaillent la matière, parce que c'est ce qui me plaît beaucoup, la pierre, un petit peu les végétaux. C'est un peu nébuleux encore. C'est encore une fête en plus dans tous les plannings de toutes les fêtes qui existent. Faut que je fasse attention à Christian de ne pas empiéter sur la période. Mais ça ne sera pas le cas. Bon, voilà, il y a eu des petits projets cette année, comme je m'ennuie un petit peu, donc voilà, on peut continuer. L'eau, vous avez peut-être entendu parler de cette année. Ressource essentielle de l'arbre. Sachez qu'un grand arbre, c'est 500 litres d'eau par jour, sa nécessité. Donc, bien souvent, on néglige un tout petit peu ça. Ça va être un vrai problème dans les années à venir. Bon, mais comme je crois que les choses sont toujours réversibles, ça ne veut pas dire que cette année, comme l'année, enfin, en 2021, on a eu des trompes d'eau toute l'année. 2022, des sécheresses très marquées. Quelle est l'année 2023? Je ne sais pas. Mais pensez à préserver la ressource eau, pas forcément en mettant plus d'arrosage ou en mettant moins, mais fameux mulching, paillage, compost, ça, abusez-en à volonté. Même minéral. Moi, j'ai fait pas mal d'essais à Méginan sur le jardin avec du paillage minéral parce qu'on a un bon effet tampon thermique unique et qui maintient la fraîcheur. Les oiseaux, même s'ils sont intéressants dans le jardin, on ne met pas partout dans les massifs. Les chats n'y grattent plus, donc il y a peut-être des choses à essayer, à continuer un petit peu. Continuer parce que l'essentiel, la terre, bah, c'est pareil, on parle de compostage, on parle de paillage et de broyage. Plus votre terre et plus la zone riche. Là, c'était sur une excavation, simplement un tas de terre sur lequel on avait des adventices. Alors, je vais utiliser le terme plantes naturelles, parce que souvent, mon petit-fils m'a emmené en me disant mais ça, c'est des mauvaises herbes. Je dis non, c'est pas c'est pas des mauvaises herbes. Il me dit mais c'est quoi? Ah, si on dit adventice, bon, il a 10 ans, adventice, je passe botter en touche. Je me dis quand même, il faut quand même qu'on réfléchisse. Je dis bah tu vois celle-là, c'est une plante cultivée par des pépiniéristes, par des horticulteurs. Donc ça, c'est une plante cultivée et celle-ci, elle est naturelle en fait. Donc en fait, on va peut-être changer les noms et au lieu de dire mauvaises herbes ou adventifs, on va juste parler de plantes naturelles en fait qui sont dans leur habitat. Bizarrement, pissenlit et autres plantains, quand vous voyez l'enracinement qu'il y a, qui là on a à peu près 1,50 m de profondeur, et simplement en recreusant dans une butte, on obtient ça. Dites-vous bien que la partie vivante du sol, c'est uniquement ça. Le reste, c'est pour aller chercher des éléments minéraux et de l'humidité. L'humidité, y compris, là on est dans le Gore, là on est dans du sable de granit, là où je suis. Donc autrement dit, c'est du sable qui ne retient pas les éléments minéraux et on est dans la roche. Ça n'empêche pas les racines d'aller chercher vraiment à manger. Donc pensez toujours que si vos arbres vivent, c'est grâce à ces plantes qui sont en surface. Vous savez, toutes ces plantes qu'on enlève de nos massifs à grand renfort. Donc, n'hésitez pas à laisser du couvert. Alors, par exemple, à Méginan, j'ai fait une grosse expérimentation de toutes mes plantations. Je désherbe rien, je laisse tout et je laisse pousser pendant 2 ans ou 3 ans toutes les mauvaises herbes dessus. Mauvaises, naturelles, évidemment. Avec un rôle étonnant, c'est que elles viennent chercher à manger, mais avec les racines, il y a des échanges de minéraux. Les plantes entre elles cèdent parce qu'il y en a qui sont, grâce à la photosynthèse, capables de garder du magnésium, de l'azote, des éléments en excès et en mourant, elles vont les restituer au sol. Donc, quand on a une régénération, on a une vraie richesse qui se met en place. Ça, c'est très, très important. On a tendance à vouloir tout désherber, tout nettoyer pour avoir un jardin franco-anglais, hispano-chinois. je vais les passer, mais il faut que ça soit propre. Enfin, cette notion du propre, c'est tout sauf la nature. Donc, il y a un équilibre à trouver.
Je dis pas qu'il faut que ça soit une friche et ah c'est beau la friche, mais entre le jardin naturel, il faut qu'on aille vers ce mouvement-là qui est déjà. Je suis en train de lire un très joli livre sur Louisa John, sur le jardin naturel. Je suis tombé sur mes fesses parce que elle reprend tous les écrits qui se sont passés depuis 20 ou 30 ans. Il y a une vraie évolution que je n'avais pas vu venir en tant que jardinier, que j'ai l'impression de mettre en route dans mon propre manière de travailler et qui est déjà en place par travers le monde. Et je trouve que c'est quand même très rassurant. Donc, une belle image positive. Bah, on peut rester 2 heures sur une image comme celle qu'on avait vue avant. L'air et la lumière. Euh, bon, ça, c'est un cladastris. Euh, du coup, avec des belles couleurs d'automne. Je pense qu'il faut tenir compte dans le jardin de l'espace et de la circulation de l'air. On a toujours tendance à planter trop serré, ça c'est le principe de tous les jardiniers. Pourquoi? Parce que on voudrait que ça pousse vite, on voudrait que ça grandisse vite et on n'a pas le temps. Personne n'a le temps. Je me rends compte le premier aussi. Mais il faut aussi penser à aérer les végétaux, à les retravailler sans tomber dans l'excès. L'excès, je vais le nommer par la taille dite en transparence que je pratique depuis, ouais, je vais dire bien 30 ans. Et je me suis rendu compte qu'elle avait un défaut, cette taille en transparence, c'est que ça pouvait vous aérer le jardin, ça vous pouvait vous ouvrir le jardin, mais en même temps, eh bien, quand j'ai ça, j'ai aucun nid d'oiseau, j'ai aucun insecte qui se pose, et du coup, j'enlève la vie du jardin parce que du coup, j'enlève du coup tout ce qui va permettre à la vie de s'installer. Alors, on a un arbre, effectivement, qui est aéré, qui est magnifique, et ça, je ne veux pas l'enlever parce que c'est quelque chose que je continue à faire, mais je me rends compte qu'il faut le travailler euh, avec oui, parcimonie, mais je voulais éviter parcimonie. Je la connais pas, cette parcimonie. Euh, du coup, il va falloir travailler intelligemment, excusez-moi. Ça ne veut pas dire qu'on travaillait bêtement avant. Je dis on, hein, je me mets dedans. C'est toujours, je parle de la règle des tiers, c'est-à-dire que si on taille sérieusement un jardin, on le taille de 2 tiers au maxi et à 1 tiers, on lâche. J'ai utilisé le mot zone tampon. Euh, L'autre jour, c'est Philippe Rivière de la LPO qui m'a dit c'est génial, zone tampon. Je vais reprendre ce mot. Mais effectivement, c'est-à-dire que plus on va nettoyer son jardin, plus il faut qu'on ait 1 tiers du jardin où là, on laisse la vie s'installer vraiment, vraiment, vraiment. Et le roncier n'est pas exclu. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on se dit bon, finalement, là-bas, j'y vais pas. Finalement, il y a un peu moins d'intérêt, c'est trop chaud, c'est trop sec, c'est trop mouillé, peu importe. Eh bien, on va laisser des zones tampons pour permettre aux végétaux, aux oiseaux de nidifier, de se poser et de nous accompagner dans le jardin. Les racines, c'est pas des choses qu'on voit souvent. Je sais pas si j'ai gardé la photo suivante, mais du coup, c'était des racines aériennes le long d'un ruisseau. C'est assez intéressant parce que, en fait, toute la vie. Non, bah ouais, j'avais gardé que celle-là. En fait, j'ai juste quelques milliers de photos. Si tu peux revenir avant. Merci. Ce qu'on peut voir là, c'est que c'est des racines qui descendent le long d'une pierre d'un ruisseau. Et effectivement, on voit les gouttes d'eau tomber, mais on voit aussi les gouttes d'eau. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'aquache. Vous avez les radicelles. Et à partir de là, on commence, je ne sais pas si vous les voyez ici, là, on commence à voir les poils absorbants. C'est à partir de là que tout se passe. Et j'aurais pu remettre d'autres photos, mais pensez toujours que ces vraies racines qui sont nourricières pour l'arbre, elles sont toujours 1 tiers supérieures à la couronne de l'arbre. Si je me paye de ma personne et que je suis le branchage et le feuillage de l'arbre, bah c'est le tiers supérieur où on a ces racines-là. Donc arrêtez de bêcher vos pêchers, vos fruitiers, vos arbres au pied en disant c'est propre et je mets des pensées. Enfin, plus personne ne fait ça, j'espère. Ça ne sert strictement à rien. De mettre de l'engrais au pied d'un arbre, ça sert strictement à rien. Ces racines-là, elles sont à la périphérie extérieure. Les végétaux n'ont que 2 saisons, parce que c'est l'organisme qui demande ça. Bon, j'ai déjà répété tellement de fois que j'ai l'impression de le redire encore une fois, mais peu importe. C'est que vous avez une saison qui est printemps-été, fleurs. Enfin, donc on a feuilles, fleurs, fruits, puisque là, du coup, on va se développer. Les fruits, on a ça, et vous allez me dire que vous avez des fruitiers qui fleurissent plus, qui fructifient plus tard, mais on est sur un schéma global. Sur ce schéma global, on arrive à l'automne, donc on part du printemps, du premier bourgeon jusqu'à chute des feuilles, les derniers fruits, même s'il reste des pommes encore plus tard. Cette période-là, elle est vraiment ciel. Tout le développement, toutes les réserves vont se développer dans le ciel.
À partir de septembre-octobre, on a un refroidissement, les pluies d'automne, et on commence une activité racinaire à partir de ce moment-là. Les feuilles sont inutiles, commencent à changer de couleur, les toxines vont commencer à les virer progressivement. Chute des feuilles, sauf pour les persistants, on est d'accord. Et à partir de ce moment-là, on a un démarrage racinaire. C'est-à-dire qu'à partir de septembre, des fois c'est mi-août pour certains végétaux, et là on a une période terre, c'est le démarrage des racines. Imaginez simplement que votre arbre, il va aller chercher à manger pour la saison de l'année prochaine. Il fait ses réserves et ces racines-là vont prospérer sur la couronne extérieure. Il va aller chercher de nouveaux territoires, de nouvelles zones pour se nourrir et hydrater. Tout ça pour rassembler des éléments minéraux pour redémarrer ce printemps et avoir fait ses réserves. Sainte-Catherine est un dicton qui dit bien qu'à ce moment-là, tout bois prend racine, puisqu'on est en pleine période racinaire. Ce n'est pas juste un dicton. Mais ça continue à prospérer jusqu'au mois de mars, voire même le mois d'avril. Donc quand on dit l'hiver, il ne se passe rien dans le jardin, en fait, tout est en souterrain. On l'oublie souvent. Et quand vous avez besoin de mettre de l'engrais, à partir de septembre-octobre, vous pouvez mettre de l'engrais sur la périphérie. Ça veut dire que si je suis une haie, la haie est au dos du mur, ben, ses racines ne vont pas être dans le mur en béton, elles vont être dans le gazon qui est devant. Donc, vous savez l'endroit où vous dites, mais mon gazon, il n'est jamais beau ici, j'ai beau arroser. Mais, oui, mais les racines, elles n'ont qu'un endroit. Vous voyez, quand je prends un arbre global, mais dans une haie, bien souvent, il est bloqué par une maison. Ou... Donc, ces racines, elles sont dans le tiers supérieur. Pensez à ça. Donc, si vous voulez nourrir une haie, vous ne mettez pas de l'engrais à son pied, vous mettez de l'engrais dans le gazon. Évidemment, ça va faire aussi pousser le gazon, mais comme on ne met pas d'engrais azoté et qu'on va plutôt épandre un compost bien mûr, c'est-à-dire qu'il ne sent pas. Je vais essayer de faire court. Tout simplement pour dire, ce genre de photo est la suivante, ça va être que la vie, elle démarre de rien du tout. Là, on est sur des fissures d'enrobés et la mousse commence à prendre, avec l'humidité au sol, vient accrocher quelques feuilles mortes qui vont permettre à quelques graminées de se développer. C'est la naissance du monde. C'est ce qui s'est passé il y a 400 millions d'années, c'est-à-dire que quand les cellules, les algues qui étaient dans l'eau ont commencé à s'adapter à l'extérieur, on a eu cette chance-là d'avoir ce démarrage-là il y a 400 millions d'années. Petite histoire, c'est que à cette époque-là, l'atmosphère était composée essentiellement de gaz carbonique. Du coup, ces végétaux se sont nourris de la seule substance qu'il y avait pour transformer en matière carbonée, finir par faire des troncs. Et ils ont un déchet, c'est-à-dire que comme quand vous vous nourrissez, il y a forcément un déchet, et le déchet, c'est l'oxygène. Et c'est ce qui a mis la vie sur Terre, en fait. Et tout le reste en a découlé. Pour une petite histoire, je me demande à quel point les végétaux n'ont pas engendré tout ce qui s'est passé derrière, en étant les premiers, en ayant besoin de support pour leur pollen, pour leurs graines. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, on a même des animaux qui sont très inféodés. Il y avait une fleur qui fleurit tous les 2 ans, par exemple, si on peut continuer. Donc on a retrouvé, même sur des tuiles, dans des zones ingrates, la nature va se réinstaller. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir retenir à partir de ce moment-là des feuilles mortes. Et chose qu'on va voir moins, c'est les champignons qui s'installent, et le mycélium des champignons, sur lequel on retrouve les mycorhizes. Donc, n'oubliez pas que les champignons que vous mangez ne sont qu'une fleur, qu'un organe de reproduction. La vraie plante, elle est cachée dans le sol et peut représenter, pour certaines espèces de champignons, des hectares. Et qu'à un moment, quand le mycélium est adulte, il fleurit, fait un organe qui s'appelle le champignon qu'on mange, et que chaque plante a son champignon inféodé ou plusieurs champignons. Et tout ça n'est pas juste de la mécanique. Si je remets un peu de mycorhize, je vais avoir un bon jardin. Effectivement, vous allez relancer la vie du sol, mais ça met des années à se réinstaller. Donc à partir du moment où on bêche régulièrement un jardin, on empêche ce système-là de se développer. Je l'ai lu, mais les mycorhizes, c'est de l'ordre, je ne veux pas dire des bêtises, mais 1 million de kilomètres au centimètre carré. Enfin, les méandres sont tellement importants que le chiffre, il en est disproportionné. Un chiffre à vérifier, évidemment, mais je crois que c'est vraiment énorme. Et au même titre que le champignon, quand il fleurit, au même titre, la mousse fait ses organes de reproduction. Et si ça avait été un champignon, nous, on mange ça. Et en fait, on ne voit jamais la plante elle-même. Évidemment, on a tendance à vouloir planter et faire des zones propres, faciles d'entretien.
Ceci dit, la nature, elle n'a encore pas compris pourquoi on s'acharne à des choses comme ça. Ça reste donc là, je crois que c'est. Alors, des images comme ça, j'en ai quelques centaines, hein, j'en ai pris qu'une. Vous les connaissez toutes. Pensez une chose, c'est que pour vos terrasses, vos enrobés, vos pavages, quand vous avez ça à côté d'un arbre déjà vivant, déjà existant, ou vous allez replanter un arbre, il y a un phénomène qui est très important, c'est que quand vous avez une couche d'enrobé bétonné, vous créez une surface qui a le même résultat que quand vous oubliez une bâche en plastique dans le jardin. Dessous, ça se met à condenser. Plus il fait chaud, plus ça condense. Plus ça condense, plus vous avez d'eau. Et plus vos peupliers, tilleuls et compagnie, qui sont des plantes très gourmandes en eau, vont aller sous les dallages chercher cette manne d'eau en été. C'est-à-dire que plus vous allez aller vers les 40 degrés, plus le sol s'échauffe en surface, puisque la surface est artificielle, plus il y a une évapotranspiration qui ferait remonter l'humidité du sol. Donc les végétaux trouvent de l'eau à cet endroit-là, et on se retrouve en se disant, j'en ai marre, ces arbres abîment tout. Bon, peut-être que l'arbre n'est pas à sa place pour le coup, puisque il a été planté après la route. Près des terrasses et près des jardins, on en est souvent responsable. Donc, pensez simplement qu'un arbre, il a besoin d'eau, et là, avec une surface dure et fermée, vous lui offrez cette possibilité en eau en plein été, alors que vous n'avez pas arrosé depuis 2 mois. Évidemment, il n'y a pas que le jardinier qui fait des dégâts sur les arbres. On va retrouver ça aussi parce que la tempête. Et là, on peut se rendre compte du système racinaire, en fait, cette pression du système racinaire. Alors, il y a plusieurs variétés de systèmes racinaires, mais globalement, sur un grand cèdre comme celui-ci, du coup, je n'ai plus la mémoire si c'était un cèdre ou un Douglas dans un grand parc, on peut se rendre compte en fait que les racines, parties du tronc, on n'a que des énormes canalisations. Et il faut vraiment arriver, et donc là on se rend compte que là où il y a les ruptures, c'est simplement parce que les diamètres de racines ne sont pas suffisants, mais ça se comporte exactement, en fait, vous avez quasiment en souterrain, bien plus à plat, le même système de branches. C'est-à-dire qu'on aura sur un arbre, on a tronc, branche principale, branche secondaire, ramification, ramille et puis petit rameau. On va avoir la même chose avec des grosses canalisations qui correspondent aux grosses branches, puis les branches secondaires, puis et à la fin les petites racines qu'on a vues tout à l'heure. Ça ne nourrit pas son arbre, tout ça. Ça, c'est que des canalisations qui vont ramener les éléments minéraux que les racines et les poils absorbants ont pu trouver dans le sol. Donc, pensez bien toujours que quand vous mettez à manger ici, autour de votre arbre, ça ne sert strictement à rien. Et c'est pas rare d'avoir, moi je l'ai vu sur des acacias, à 40 mètres de l'acacia, des racines de l'acacia, puisqu'il a suivi le long d'un mur, on le trouvait dans un massif qui avait été fait, on disait, je comprends pas bien, on l'arrose, mais ça marche pas. Et en grattant un petit peu hors béchant, on s'est aperçu qu'il y avait une racine et l'acacia était à 50 mètres. Donc ça donne une idée de la manne d'eau, ils vont la chercher. La manne de nourriture, ils vont la chercher là où elle est. Parce que quand vous créez un massif, pensez que vous faites un appel pour des végétaux qui ont des gros besoins. Alors c'est pareil, je profitais pour faire des mycorhizes, on n'imagine pas en fait. Donc là c'est dans la souche de l'arbre. Je profite souvent de dégâts d'une tempête pour aller voir sous les souches des arbres. Il faut pas faire ça. Pour aller voir ce qui se passe, et il y a beaucoup de vie. Bizarrement, ce genre de feutrage blanc, pendant des années, ça a été considéré comme des champignons, des moisissures au pied de l'arbre. Et quand j'étais apprenti, quand on arrachait des végétaux en pépinière, on nous faisait brosser les racines pour enlever ça parce qu'on ne pouvait pas envoyer un arbre plein de moisissures blanches à un client. Bien des années plus tard, quand j'ai compris ce qu'on faisait, je me suis dit, c'est bien fait chier à la brosse de riz pour arriver à nettoyer des végétaux alors qu'ils en avaient vraiment besoin. Ce que je vous montre, c'est un peu la face cachée de l'arbre parce que c'est des choses qu'on ne voit pas souvent et que on a bien lu les mycorhizes, on sait bien que les racines vont chercher à manger et à boire, mais ce que je veux vous emmener, c'est à comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pour l'instant, pas spécialement. Oui? Alors, je vais te demander, s'il te plaît, si tu peux te lever et parler plus fort. Oui. Alors,
Quand tu veux diriger des racines, oui, effectivement, sauf que comme tu viens de planter, ils n'ont encore pas développé leur système racinaire. Donc, tu es bien obligé dans le massif d'amender ton massif. C'est quand tes arbres ou tes arbustes vont devenir importants qu'il va falloir nourrir globalement et non plus au pied du massif, au pied des plantes. Mais si dans ton massif, tu as un chêne, et je vais exagérer, et une lavande, ils n'auront pas les mêmes besoins. Si je fais le grand écart entre les végétaux, du coup, la lavande, elle n'a pas du tout besoin de compost, mais tu vas nourrir ton chêne en périphérie et il faut travailler. Donc, il ne faut pas hésiter à penser qu'il ne faut pas juste nourrir son massif, mais il faut nourrir son jardin. Et le gazon, enfin, ou en tout cas les surfaces en plantées qui restent vertes et qui ne sont pas plantées en vivace ou en autre, il ne faut pas hésiter à les nourrir également. Puisque souvent le gazon, c'est le seul endroit où tous les végétaux peuvent aller chercher à manger et à boire, puisque dans le massif, il y a une concurrence énorme. Concurrence qui est superficielle, parce qu'il y a une grosse entraide qui va se faire. Donc quelques images pour dire qu'en fait, la vie, elle est prête à démarrer sur pas grand-chose. Un, un noyer, une noix simplement. Euh, Quand je l'ai vu au sol, j'ai dit mais c'est pas possible. Il n'y a rien, mais toutes les réserves de vie sont là. C'est capable de démarrer. Alors, je l'ai posé sur un morceau de bois pour la photo, effectivement, mais on a un développement racinaire qui s'est fait dans la couche, et puisqu'on a un développement racinaire, on a derrière un développement foliaire. Donc, vous voyez ce que je vous disais pour un arbre, ça commence dès qu'il est embryonnaire encore, hein, à l'état naturel. Et puis, on a tendance à vouloir nettoyer nos jardins et pour qu'ils soient présentables, visitables ou appréciables pour soi-même seulement. Mais le moindre morceau de bois mort, le moindre morceau de souche, ça va nourrir les racines du voisin. Et là, on voit bien, on retrouve notre coiffe, on retrouve nos jeunes racines. Alors, ça vient des terrés frais, les racines sont toutes blanches parce qu'elles n'ont pas eu la lumière. Mais un morceau de bois n'est pas sale dans un jardin. C'est une mine de nourriture. Tout est précis. Le texte a germé. Cette photo est presque très belle, mais en même temps, elle va montrer que euh, l'arbre est en train de mettre en place des graines, mais la nature est déjà en train de recycler la pomme de pin qui n'aura plus de rôle après avoir sa germination. Donc voilà, on est toujours pensé qu'on est dans un cycle continu. On n'est pas dans une étape, je plante, j'arrose, je nourris, et puis j'attends que Dame Nature me fasse que l'arbre soit beau, et puis que j'ai la belle météo. En fait, tout est un cycle en permanence renouvelé tout le temps. Celle-là, elle n'est pas vieille, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Je connais une partie. Euh, Quel que soit l'endroit, l'arbre a besoin de mettre en place son système racinaire. En Normandie, du coup, je me suis rendu compte qu'il plantait beaucoup sur butte, puisqu'il pleut énormément, alors qu'on se dit que le hêtre, il a besoin de beaucoup d'eau, mais du coup, il fonctionne bien mieux planté sur butte pour pouvoir développer son système racinaire et plonger. Donc, c'était un petit clin d'œil au dernier voyage qu'on a fait. Moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est que ça va donner une dramaturgie à l'arbre quand on peut voir son système racinaire. Bien souvent, on a tendance à les cacher. Dans certains jardins, moi, j'ai plutôt tendance à enlever quelques centimètres de terre pour pouvoir voir le pied, vraiment ce qu'on appelle le pied. Et bizarrement, j'ai découvert que chez les bonsaïstes, cette partie-là, c'était une partie très importante. C'est quelque chose qui va donner de l'âge, qui va donner de la matière, de la structure au végétal. Bon, voilà, c'était un petit clin d'œil sur le système racinaire et qui n'empêche pas de fonctionner. Et vous allez voir par la suite que les végétaux sont capables de s'adapter à toutes les circonstances. La seule différence, c'est que chez nous, nos végétaux, ils sont souvent d'origine horticole, pépinière, et que du coup, ils ont été plantés comme on l'a dessiné, soit sur un plan, sur un projet, ou soit parce que on a visité des jardins et on s'est dit, ah, cette composition, elle est, c'est sympa, j'ai pas cet arbre-là, donc j'aimerais apporter. Donc on force un arbre qui a rien demandé à personne de venir dans un endroit où il serait jamais venu. Euh, bon, c'est toujours un peu l'idée de planter des lavandes au nord et puis des rhododendrons en plein soleil. Oui, il y a des variétés qui tiennent à des opposés, mais il faut qu'on reste dans une logique et plus le changement climatique va être présent, plus on va avoir intérêt à respecter cette logique-là. Quelqu'un sait ce que c'est?
Vers de terre, c'est un turicule de vers de terre. Bizarrement, c'est la première fois, dans un sablé en plus, que j'en vois un turicule des vers de terre qui ressemble à non pas une métaphore, je pensais aux termites, une termitière, je voulais dire, pour en avoir vu des énormes en Afrique. Je trouvais qu'elle avait un format très étrange. Pourtant, on est dans un sablé, ça n'empêche pas à un moment la germination et le travail des vers de terre. Et alors, faut bien comprendre que les vers de terre, leur rôle, c'est pas de faire des turicules ou des saletés dans les gazons et de traverser les allées le jour de pluie, mais c'est des aérateurs du sol. Par le compost, par la vie du sol, vous allez vraiment enrichir. Et aujourd'hui, ça serait vraiment quelque chose à cultiver, vraiment cultiver les insectes et les vers de terre et tout ce qui sont les alliés du jardin pour avoir des arbres en bonne santé plutôt que acheter des engrais et plutôt que d'arroser à grande force dans le jardin. C'est-à-dire qu'il va plutôt falloir réfléchir à aller vers de l'accompagnement plutôt que de forcer une plante à être belle tout le temps, à être fleurie tout le temps. Enfin, on reviendra sur la taille à un autre moment, mais faites attention de ne pas contraindre trop les végétaux aussi et de bien veiller dans le choix. Et je sais qu'on n'est pas toujours juste, mais de mettre les bonnes tailles de végétaux dans vos jardins. Euh, pour la bonne raison, c'est qu'à un moment, on se retrouve à tailler de manière intensive. Ça a un coût, ça crée des déchets. Alors, ils peuvent aller au compost, on peut bien les régénérer. Mais du coup, on fait des blessures. Et je me rends compte encore que des professionnels ayant pignon sur rue continuent à élaguer des arbres de manière drastique. Moi, j'appelle ça cette taille jusqu'à ce que mort s'en suive, en fait. Mais la petite histoire, elle fait qu'un tilleul ou un arbre, la durée de vie, c'est entre 200 et 400 ans. En ville, c'était 70 ans dans les années 80 quand j'ai commencé à apprendre l'élagage. Aujourd'hui, on parle de 30 à 40 ans de durée de vie d'un arbre élagué. Oui, il y en a qui disent que ça me fait du bien. Oui, ça aère, oui, ça régénère, oui, mais j'aurais moins de feuilles à ramasser cette année. Bon, il y a plein de bonnes excuses qui font que cette vieille méthode a glissé progressivement. Euh, je pense que maintenant, il va falloir aller vers quelque chose de beaucoup plus régulier et l'arbre ne gêne pas beaucoup plus quand il est taillé. Presque un des idéaux que j'arrive à trouver, c'est presque la taille en verre, c'est-à-dire que quand c'est en verre, et on se rend compte que si on enlève toutes les feuilles, on l'empêche de respirer, on l'empêche de se nourrir, on l'empêche de vivre. Alors du coup, on a des tailles qui sont beaucoup plus douces parce qu'il faut quand même garder du feuillage. Donc, pareil, dans vos tailles, jamais dépasser, encore cette règle des tiers, jamais dépasser, de réduire plus d'un tiers du végétal. Et je vous parle pas des angles de coupe, je vous parle pas de tout ce qui me tient à cœur. Oui, pardon, merci. Oui, oui. Arbustes en hiver, on est en période, comme en ce moment, où il fait très froid et la sève est complètement arrêtée. Est-ce que ça abîme plus? Alors, je vais être ironique, je vais dire il a raison. Mais ils ont tous raison. Ils ont tous raison parce qu'ils ont tous un oncle qui est forestier, un autre qui est pépiniériste, un autre qui est arboriculteur, un autre qui est rosiériste et un autre. Et du coup, attention, on parle de gens qui gèrent les végétaux. Je ne sais pas si c'est le bon mot, j'allais dire de manière commerciale. C'est-à-dire que dans le sens commercial, c'est pas péjoratif, c'est dans le sens produire. Et donc, on aura un peu toutes les versions en fonction de si vous êtes agriculteur, jardinier, horticulteur, fleuriste, si vous êtes rosiériste, si vous faites de la fleur à couper, si vous faites du fruit. Ils ont tous raison, mais ils ont raison dans une monoculture. D'accord? Enfin, monoculture de gens, je fais que des arbustes, je fais que des arbres, je fais que du rosier, je fais que du fruitier. Donc, ils ont tous raison quelque part. Ça fait des années que je me casse la tête en me disant, mais j'entends des choses, mais abominables. La seule chose, c'est qu'il faut tenir compte, c'est que vous pouvez tailler en hiver, vous pouvez tailler au printemps. Évidemment, si vous taillez au moment de la fleur, si vous taillez juste avant le fruit, ne vous étonnez pas de perdre vos fleurs et vos fruits, on est bien d'accord. Donc, il y a un respect de la saisonnalité des végétaux. Mais votre taille, elle doit être tout le temps réfléchie et modérée. Évidemment, si vous élaguez un arbre très sévèrement, c'est-à-dire que vous passez de de belles branches à des mognons qui dépassent à peine du tronc, mais il n'y a pas de saison pour faire des conneries en fait. Donc là, je peux plus rien. Enfin, je veux dire, il y a un moment, du moment qu'on dépasse
C'est très simple, un diamètre comme un avant-bras, ce qui est pas très très gros, on est de l'ordre de 5 à 10 centimètres. La moindre coupe, c'est 5 à 10 ans pour la cicatrisation. Alors que vous la faites à la bonne saison, vous la faites à la mauvaise saison, vous la faites en été, au printemps, ou en automne ou en hiver, cette coupe-là va mettre des années à se gérer. Alors, il y a les bons penseurs qui se sont dit, mais on va lui remettre un mastic, on va lui mettre une protection. J'ai fait ça pendant des années, puisqu'on m'a dit, ben, tiens, tu vas prendre ton seau, puis tu vas badigeonner toutes tes coupes. Alors, on en avait tout, hein, je vous dis pas. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec le temps, ben, ça moisissait dessous, que ça boursouflait, et puis qu'en fait, ça mettait des germes. Alors, on appelle ça une interface entre le bois et le produit qu'on met. Il crée une zone d'humidité. Rappelez-vous, cette bâche plastique et ces goudrons et ce béton sur lesquels les racines prolifèrent parce qu'il y a de l'humidité. Ben, quand vous mettez un sac plastique autour d'une plaie, essayez pas avec vos animaux, s'il vous plaît. Il y en a qui font ça avec les végétaux. Donc voilà, une plaie, elle doit être ouverte, elle doit être saine, mais surtout, elle doit être ce qu'on appelle parée, c'est-à-dire bien préparée et bien coupée. Que ça soit, quel que soit le vivant, une mauvaise plaie s'infecte et finit très très mal. Ça veut dire que les végétaux n'ont pas de défense. Vous avez des tilleuls qui ont 400 ans, qui sont complètement creux. Vous pouvez rentrer dedans. Même les séquoias, on rentre à 10 sous un séquoia. J'ai fait ça euh, le jour où j'ai eu la chance de les rencontrer. Et ils sont en pleine forme. Ils éliminent le bois dur, mais la vie, elle est sur l'extérieur, elle est sur l'écorce. Bon, après, si on rentre sur un cours sur la taille, ça va être plus long. Mais voilà. Mais non, c'est pas idiot, il a raison, mais il a raison dans un angle de vue bien précis, en fait. Mais effectivement, c'est une période où il y a moins de parasites quand on élague en hiver. Donc, quand on fait des gros élagages durs, il vaut mieux faire la saison. Si vous faites la même chose au printemps, moi j'ai déjà eu ça parce qu'à une époque, on fallait tailler, fallait tailler. Une entreprise, elle avait des plannings et des programmes. La saison, on était borderline. Vous taillez des bouleaux, vous taillez des tilleuls au printemps, et ils se vident de leur sève. Mais ils se vident littéralement de leur sève. Alors qu'un jour avant, ça posait pas de problème, ou presque un mois après, ça posait plus de problème. Donc il y a vraiment des périodes, il y a du bon sens à mettre dans tout ça. J'ai pas la prétention de savoir. C'est juste que moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est pas savoir et ne pas comprendre. Ce qui fait que depuis 77, on m'a appris à mal élaguer les arbres parce que c'était la norme à l'époque, et puis c'était ce qui se faisait de mieux. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ah ouais, mais peut-être que c'est bien comme ça. Et puis il faut pas tailler à cette saison, il faut faire ci, il faut faire ça. Ah oui, ah bon, tiens, ouais. Et on rajoute comme ça des petites piles, des petites briques qu'on entasse. Et aujourd'hui, je veux pas avoir la prétention d'avoir raison, mais je sais que tout le monde a raison. Mais en même temps, le jardin, lui, il supporte pas ça. Je vous donne une idée. Aujourd'hui, on ne fait que des élagages à la scie au sécateur. Et on est plus cher qu'avant, quand on avait les tronçonneuses. Moi, je trouve que j'y gagne en poids, j'y gagne en fumée d'essence d'échappement. J'y gagne en qualité de coupe. Parce que la tronçonneuse, c'est essayer de poncer un meuble avec une tronçonneuse. Vous allez vous rendre compte que c'est pas adapté pour la taille, le ponçage fin. En menuiserie, on utilise des outils de plus en plus fins pour avoir de la qualité de coupe. En élagage, on utilise des tronçonneuses. Aujourd'hui, on a les scies à denture japonaise dont le résultat de coupe, il est lisse comme ça. J'en ai déjà longuement parlé, tout le monde est conscient de ça, ou en tout cas essaye de l'être. Euh, Aujourd'hui, travailler avec une scie et un sécateur, ça permet d'aller dans l'arbre et corriger juste les défauts de son aspect, parce qu'on l'a mal planté, parce qu'entre-temps, on a construit une piscine, on a construit un abri de garage, un abri de jardin. Et du coup, il faut rééquilibrer, c'est-à-dire remettre en scène aussi. Une des grandes questions qui se posent, par exemple, pour m'être intéressé au jardin japonais, c'est dans les jardins japonais existants en France et en Europe, il y a des jardiniers qui savent tailler à la cisaille, nettoyer, redessiner des allées. Puis on se rend compte que les arbres qui sont au-dessus, ils sont d'une banalité affligeante. Pas banal parce qu'ils sont moches, juste qu'ils ne sont pas en relation avec le jardin. Et le plus dur, c'est comment on gère la globalité, parce qu'on ne peut pas demander à un jardinier aujourd'hui d'être un élagueur. Et un élagueur, si vous lui dites que vous allez faire du désherbage aujourd'hui, vous faites péter les plombs. Donc, on est tellement dans un métier de spécialiste que tout le monde sait, encore une fois, ils ont tous raison, encore une fois, c'est ça le drame. C'est-à-dire que quand vous posez les questions à tout le monde défend son
apprentissage de ce qu'il est en train de faire. Et le plus dur, ça va être de rééduquer un peu tout le monde au fur et à mesure. Je ne suis pas porteur de ce... Mais je veux envoyer un message qui permette de dire prenez le temps, reculez, une vraie réflexion, et non pas je suis sûr de, donc je fais. Vous le connaissez, lui? Un B. Eh ben, c'est marrant. Alors, moi, j'ai la chance d'en voir. Pourquoi? Parce que sur cette partie de 3 hectares qui a été en friche pendant longtemps, il y avait plus de 10 ans d'abandon. On a essayé de préserver toutes les zones. On a fait une insertion, j'appelle ça une insertion paysagère dans une nature. Et pas de se dire, je rase tout, je vais remettre la nature à mon modèle. Et donc, on a fait voilà, les allées, pour ceux qui ont visité, bah, les allées sont tortueuses parce qu'il y avait une vieille aubépine, qu'il y a peut-être un jeune noisetier. Alors, bah, les allées, ils ont évité justement mais si je pousse le bouchon un peu loin, mais pourquoi j'ai fait des allées, dans des zones où on aurait laissé la nature? C'est-à-dire qu'après, on ferme la portail et puis on laisse tout pousser pendant encore 200 ans en se disant, bah voilà, là j'ai fait une belle action. Mais du coup, l'humain a besoin de s'approprier. Penser gestion différenciée dans le mode, c'est bien dans la mode maintenant dans les communes. Gestion différenciée, ça veut dire que l'exemple il est très simple. Autour de la mairie du village ou de la place du village, on va faire des petits massifs mignons avec des petites fleurs parfumées, avec de la fleurs. Et puis, on va s'éloigner un petit peu autour de la périphérie du centre de village. On va déjà, il faut arrêter avec les jardinières qui sont hors sol en permanence, mais on va recréer des massifs mais là un peu plus naturel, avec un peu plus d'arbustes à fleurs, donc on va monter d'un étage. Et puis plus ça va aller, plus on va sortir du village, et là on va pouvoir se permettre d'avoir une nature beaucoup plus pleine. Pensez à ça dans votre jardin, c'est-à-dire que vraiment l'entrée, vos terrasses, vos endroits-là, faites-vous plaisir, faites des beaux jardins soignés avec votre savoir-faire. Mais plus on va vers le fond du jardin, est-ce que ça a besoin d'être tout le temps taillé, tout le temps rasé, tout le temps tondu, le fond? Voilà, ça c'est le plus dur. Je trouve qu'il y a un gros changement. Alors, chez vous, c'est des convaincus parce que vous le faites déjà pour la plupart, voire même très très bien pour certains. Aujourd'hui, le virage, je le trouve chez les copropriétés, dans les copropriétés. Parce qu'avant, il y avait monsieur je sais tout, moi je suis forestier, les arbres ça doit être élagué tous les 5 ans et rabattu pour éclaircir. Et puis les gazons, ça doit être tondu à la pince et épilé, tout doit être gratté, ratissé. J'en ai encore un dernièrement qui m'a dit nous, on a viré l'entreprise parce que vous vous rendez compte, ils soufflaient toutes les feuilles dans les haies une fois qu'ils avaient tout ramassé. J'ai dit mais c'était une bonne entreprise. Je crois que je l'ai perdu complètement. Bon, arrêtez d'évacuer la matière organique. Arrêtez de remplir les déchetteries. C'est une erreur monumentale. Alors j'arrive petit à petit à décider des voisins, à décider des gens, à dire gardez vos feuilles, mettez. Oui, mais les feuilles elles m'embêtent, elles reviennent toujours. J'ai bien mettez-les dans les haies. Ah oui, mais ça va les étouffer. Bon, voilà, on en est encore là. J'espère pouvoir permettre de faire un petit pas à chaque fois en plus, parce que des fois on le fait, puis des fois on se dit, oh, allez, j'y mets dans le sac poubelle, et puis voilà. Mais ce que vous enlevez, c'est de la nourriture, du logement pour les scarabs dorés, du logement pour toute cette vie-là qui est hyper importante pour la défense de l'arbre. C'est un mangeur de limaces incroyable, alors qu'on cherche à s'en débarrasser, alors que les limaces, elles ont un rôle de nettoyeur du jardin, mais formidable. Je dis plus qu'on devrait élever les limaces, mais laissez-leur de la place, vous verrez. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que si vous voulez qu'ils mangent, vraiment, si vous voulez que les limaces ne mangent pas vos légumes préférés et vos fleurs préférées, laissez-leur un endroit au fond du jardin où elles peuvent s'épanouir. Parce que si vous nettoyez tout, vous tondez tout, vous rasez tout, le seul endroit où il y a de la nourriture pleine d'eau, parce que c'est des insectes, pardon, des animaux qui ont besoin d'énormément d'eau, donc besoin de salade, donc besoin de stars, de plantes. Ça pourrait être une formule, oui. Le résultat, je ne le garantis pas. Mais plutôt que de faire autour du potager des zones stériles, et donc toute la nourriture est concentrée au même endroit, n'hésitez pas à faire des zones tampons, encore ce mot tampon, parce que là-bas on n'y va pas, qu'est-ce qu'on s'embête à nettoyer, et là-bas il y aura, quand vous voyez que les vers de terre arrivent à attraper les feuilles sur le bord du gazon et le tirer en bas pour amener de la matière organique dans le sol, dites-vous que les limaces, elles font manger tout ce qui va rester dessus, tout ce qui est encore appétissant pour le digérer. Sans compter que les bactéries de l'estomac, du ver de terre, comme celles des limaces,
sont chargés de très bonnes bactéries qui retournent au sol pour les racines. Est-ce que ces mal-aimés, on doit continuer à les regarder comme ça? Oui, effectivement. Alors, prenez-les et puis les foutent dans un sac poubelle, foutez-les au fond du jardin, dans un endroit où ils peuvent s'épanouir. Pardon? Ça peut être un exemple. Dites pas que c'est moi, par contre. Euh, Pensez aussi dans vos massifs à la saisonnalité, puisqu'on a quand même sur des chatons de saules, et là ça a commencé, là, je ne sais pas si vous avez vu, on a les parosias qui sont en fleurs. J'en ai fait des photos cette semaine, je ne les ai pas mis parce que sinon c'est 2000 photos par conférence. Mais là, les chatons de saules vont pas tarder et c'est une source de pollen. Aujourd'hui, on a un gros problème avec les abeilles, c'est il y a 15 jours, il faisait 15 degrés. Elles sont toutes sorties. Dans mon petit rucher, j'ai déjà de la mortalité, puisqu'elles sortent, il n'y a rien à manger. Alors, elles sont 3, 4 sur un pissenlit. Bon, ça ne va pas nourrir la ruche. Donc, on est en train de perdre les ouvrières qui sont censées passer l'hiver, puisque celles-ci ont une durée de vie beaucoup plus longue pour entretenir la ruche pendant l'hiver. Bon, voilà. Et puis, ça va être aussi un exemple qui me sert bien, les petites osmies et toutes les petites abeilles solitaires. C'est que, vous savez, ces vieux fruitiers qu'on a au fond du jardin, puis qui donnent pas de fruits, qu'il faut qu'on coupe parce qu'il y en a marre, ils donnent rien. Dites-vous bien que même s'il fait que 5 fleurs, elle va avoir besoin de ce pollen de printemps pour nourrir sa progéniture. Et sa progéniture, elle va la nourrir dans ces fameux nichoirs insectes, dans les trous naturels. Mais elle a besoin de ce pollen tout de suite du printemps parce que sa durée de vie à elle, c'est 15 jours, 3 semaines. Et que pendant 15 jours, 3 semaines, quand elle sort, il faut qu'elle aille absolument chercher du pollen pour pouvoir donner à nourrir et pondre ses œufs, enfin se reproduire évidemment. C'est un peu comme le papillon en fait, hein. Il y a cette petite période de reproduction. Le papillon est la fleur finale de l'arbre, c'est qui se transforme en outil de reproduction. Elle va venir, alors évidemment il y a plusieurs espèces il y a plusieurs saisons heureusement, mais du coup ce pollen il va servir aux larves qui vont rester 1 an ou 2 en attente d'une bonne saison. Et le plus drôle, c'est que les larves ne se déclencheront que quand il y aura des conditions extérieures optimum. Elles n'ont pas la télé, elles n'ont pas Internet, elles sont à l'état larvaire, mais elles sont quand même capables de définir le moment optimum où elles vont pouvoir sortir, retrouver leurs congénères, se reproduire et revenir pondre des œufs en espérant que dans les 2 années à venir, elles vont pouvoir vivre. Alors ce vieil arbre fruitier au fond du jardin qui ne sert à pas grand-chose, eh ben, il y a beaucoup de monde qui en a besoin. Donc, préserver le plus longtemps possible les vieux arbres du jardin, y compris quand les troncs tombent au sol. Nous, on essaye dans certains jardins de, par exemple, quand l'arbre est mort et qui peut être dangereux avec des chutes de branches, c'est de garder le tronc. Alors, on laisse pousser un lierre, certains un rosier ancien, mais l'idée, c'est pas tellement de faire un support à décor, c'est que c'est surtout qu'il y a des insectes xylobastes, il y a du monde qui en a besoin de cet arbre mort. Et aujourd'hui, on les perd tous. Dans les forêts, ils sont nettoyés. Alors, il y a un petit travail de remise en cause. Et non, je croyais qu'on me faisait ci. Pardon. Du coup, ce travail-là, il est pensé à préserver les vieux bois aussi. Parce que c'est vrai que ça fait désordre. Enfin, c'était dans l'idée du jardin, tout ce qui est vieux, faut dégager. Hein. Heureusement qu'on fait pas ça avec tout le monde. Tous ces insectes qu'on n'aime pas trop non plus font partie évidemment du nettoyage parce que c'est aussi eux qui vont débarrasser des parasites de votre jardin. Enfin, alors, il y en a 2, 3 qui suivent, je fais un petit peu une petite série. On les aime pas tous. Enfin, certains ne les aiment pas. Si tu veux bien y aller. Ah, une adorable araignée détestée par tellement de monde. En même temps, dites-vous bien qu'en période d'envahissement de moustiques, de quel qu'il soit, c'est un des plus gros éliminateurs de moustiques. Et c'est bien plus efficace que tous les produits qu'on se pulvérise sur les bras, sur les jambes que les araignées. Et le monde des araignées est fascinant. Hein, et je pense qu'il pourrait y avoir une conférence que sur les araignées, sur leur rôle et leurs bienfaits. Bon, il y a encore cette idée qu'on va se faire mordre, qu'on va se faire attaquer, qu'elles vont nous sauter dessus. En fait, elles sont pas du tout équipées pour, en fait. Hein. Du coup, elles sont incapables de manger et de mordre pour la bonne raison que le seul moyen, c'est d'injecter un venin qui va dissoudre les chairs de l'insecte. Pour le prédigérer, elles ne peuvent que sucer les chairs dissoutes.
Donc, ne vous attendez pas à vous faire mordre par une araignée. Ça existe, il y en a quelques variétés dans le monde. Si vous les avez dans votre jardin, c'est un miracle, voire une chance. On a des potagers d'hiver, pinsons du Nord. Euh, du coup, n'oubliez pas que, alors, oui, c'est des granivores, hein, on le voit à leur bec, un gros bec bien puissant pour casser des graines. Petite parenthèse, n'hésitez pas à nourrir. Pourquoi? Parce que c'est très très bousculé. Pensez à faire plutôt des petits nourrissages à plusieurs endroits qu'une grosse gamelle où tout le monde emmène ses germes, ses parasites. Et bon, là, il y a des petites suspicions, enfin, c'est pas que des suspicions. Il y a un peu de grippe aviaire qui s'est mis sur, mais c'est les oiseaux aquatiques en priorité, les canards. Donc, si vous avez des canards dans vos arbres, appelez-moi. Ça n'empêche pas de nourrir les petits passereaux et de toute manière, je pense que c'est comme la gamelle du chien et du chat. Bah, lavez-les de temps en temps au vinaigre ou un peu à l'eau légèrement javellisée, hein, donc c'est pas interdit, c'est des mesures d'hygiène évidentes. Bah alors lui qui était un mal aimé pendant longtemps, finalement c'est un gros. Alors lui, il mange autant bien aussi bien les graines, il va changer de régime alimentaire en fonction de la saison. Et l'été, il va vous débarrasser de tout un tas de mouches. C'est vraiment le moineau est vraiment un oiseau qui a un nettoyeur très très important. Bizarrement, il est en voie de disparition puisque toutes les maisons ben, refont les toitures, refont l'isolation. Les vieilles maisons, on les écroule, on fait des immeubles à la place et ils n'ont plus de place du tout. Donc, j'ai la chance dans ma maison à Lantilly d'avoir, à une époque, j'en avais une quarantaine. Maintenant, j'ai une petite bande de 10-12. Alors, on nourrit. Alors, il y a les mangeoires pour les oiseaux, mais eux, ils ont un peu de nourriture au sol parce que les mangeoires, c'est pas trop leur truc. Donc, n'hésitez pas à donner un tout petit peu. Et puis, ce que je fais avec des graines de tournesol aussi, je prends une pierre et une partie des graines de tournesol, je casse parce que des oiseaux comme le rouge-gorge, qui est plutôt insectivore. C'est l'ami du jardinier, hein, vous grattez un bout de terre et vous marchez dessus presque. Mais il n'a pas accès à ces graines-là. Donc n'hésitez pas à- Oui, ça peut être aussi, mais elles sont souvent dures à casser et ils ont du mal à les digérer. En fait, ils ne sont pas équipés pour. Le système digestif comme le système. Donc, je me suis rendu compte que vraiment en écrasant, prenez un galet, hein, prenez une poignée de graines, vous l'écrasez. Alors vous verrez le rouge-gorge et tous les autres, ils viennent, ils en profitent, hein. Alors que les moineaux, enfin les moineaux, ils viendront aussi dessus, mais les pinsons, les mésanges, eux, ils ont besoin de graines et elles vont aller se mettre la caler entre leurs pattes pour s'en servir d'enclume et venir casser leurs graines. Ça fait partie de leur métabolisme. Leur bec est prévu pour. Alors qu'il y a plein d'oiseaux qu'on ne peut pas forcément bien nourrir au jardin. Petite parenthèse. On aime aussi les noisettes, les noix, toutes les coques dures, mais les graines de tournesol, je peux vous dire que c'est comme ça que je l'ai eu. Ben, il suffisait de mettre de la graine de tournesol ici et vous la tirez, hein. Euh, j'ai la chance à Méginan d'avoir une série de pics qui est assez intéressante. Et c'est pas parce que je fais quelque chose, mais c'est parce que la nature est là. Enfin, ceux de Chantruisseau connaissent bien l'endroit. Mais entre pic vert, pic et pêche, pic et pêchette, pic mar et pic noir, ben, enfin, je fais partie d'un groupe de photographes et qui m'ont dit mais t'as un pic noir, il est où? Il est là sur 10 hectares. Vous attendez pas à ce qu'il vienne se poser sur votre main. Il faut être patient. C'est très agréable et la nature est pleine. Je me rends compte que, par exemple, dans ce jardin, j'ai aussi des chevreuils qui passent, j'ai aussi des lièvres, des garènes qui font un peu leur travail, c'est-à-dire se nourrir. Alors j'accepte que du coup, puisque moi j'interviens et que je rentre dans je fais cette insertion paysagère dans leur territoire, bah, s'ils font des dégâts, bah, moi je les accepte. Ça m'apprend aussi à être moins collectionniste aussi et être un peu plus en relation, mais ça m'empêche pas de faire du paysage quand même et essayer de créer de l'événement un petit peu végétal et musaraigne. Bon, l'espace, ben, elle vient creuser, elle vient aérer les sols, elle fait des galeries, mais en même temps elle prélève des vers de terre. Mais oui, mais en même temps elle fait la sélection naturelle, donc il y a un équilibre qui se crée. C'est vraiment des animaux qu'il va falloir protéger dans le jardin. Malheureusement, on va penser souris, on pensera, et du coup, on a envie de tout éliminer.
Bon, laissez dans votre maison, mettez-les dehors. Moi, j'en ai à la maison de temps en temps, chaque hiver, ça, j'en ai qui viennent rentrer dans la maison, vieille maison, je sais pas par où elle rentre. Je les attrape et je les lâcher dans la nature. Elles mangent pas de pain, bon, elles sont moins au chaud dehors que dedans, mais voilà. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette souris dans la gueule? Puis après, bah, simplement de les lâcher dans les champs, ça se passe très très bien, hein, c'est un peu de promenade. Salamandre, Méginan, j'ai la chance d'en croiser chaque année. Belle série, certaines fois des très grosses et des jeunes. C'est un gros nettoyeur du jardin. Et alors, ça ne supporte aucun engrais, aucun produit chimique, aucun artifice. Ça a besoin d'une eau claire. Alors, je ne sais pas comment ils arrivent à trouver ça dans le ruisseau de Méginan, mais ils arrivent à se reproduire dans le ruisseau de Méginan et le remontent, se mettent sous les dalles, sous les tas de bois, enfin, sur le jardin de Méginan, en sachant que c'est un gros nettoyeur d'invertébrés. Ça mange des limaces également. Ça, c'est pas mal. Plutôt que de les jeter, les limaces, vous enlevez de la nourriture à tout un tas d'animaux qu'on aimerait avoir dans le jardin. Donc, je trouve qu'en plus, elle a une bonne tête. Ce qui est génial, c'est que ces couleurs noires et rouges vous disent danger, faut pas y toucher. Donc, les enfants jouent pas avec. Et c'est très bien, alors qu'en fait, elle est complètement inoffensive. Euh, mais du coup, ça joue pour sa protection. Là, on va un peu plus loin. C'est une grande propriété. Bon, là, c'est fait du côté de la Sologne. Et mais ce qui était très intéressant, c'était le nettoyage. Alors, j'avais des photos où ils avaient pas mal écorcé des arbres, donc ils ont tendance à faire des dégâts, mais ces dégâts apportent tellement à la forêt que c'est un vrai plus. Donc, je voulais dire aussi qu'à une grande échelle, on a tendance à vouloir, enfin, là, on sort de l'échelle du jardin, mais on sort à l'échelle de la nature, et on se rend compte que ces animaux-là, ils ont un rôle de nettoyant, puisque du coup, herbivores, ils vont tendance à avoir à brouter, à gratter les sols, donc à aérer les sols et à obliger la régénération de la forêt. Donc aujourd'hui, c'est devenu un animal uniquement pour le trophée, pour la chasse, mais il a quand même son rôle très très important. Le gazé, pareil, comme tous les papillons. Alors pareil, sur les papillons, j'ai hésité à vous en mettre une bonne cinquantaine, mais euh, bon voilà, je trouve qu'il y a énormément de transparence. On a un chardon, vous savez, ce truc qui pousse dans les rosiers et qui agace tout le monde. Si vous avez des chardons et si vous avez du liseron dans vos massifs et dans vos rosiers, je devrais dire bien fait pour vous. C'est-à-dire, quels sont vos mauvais, dites-moi les mauvais arbres que vous avez et je pourrais vous dire quel jardinier vous êtes. Et ça, c'est forcément lié au terrain saturé en azote, comme le liseron. C'est des plantes le chien-dent qui lui fait que c'est un sol qui est trop travaillé, qui est trop brassé et qui du coup est en perte de vie bactérienne. Et vous avez les plantes qui viennent réparer. C'est-à-dire que nous, on voit une mauvaise herbe parasite et la nature, elle envoie ces plantes-là juste pour réparer ce que nous, on a fait dans le sol. Donc il y a un gros travail, comment il s'appelle, pas les Bourguignons, parce qu'ils en parlent aussi, mais ah, j'ai mangé son nom, il a écrit 3 tomes. Je crois qu'à Genève, quelqu'un est de Genève ici? Non, pas Célos. Dussert, oui, oui, c'est ça, exactement. Alors lui, il est parti d'un principe que normalement, on fait une analyse de sol et quand on dit que le sol est acide, calcaire, humide et compagnie, on a forcément des plantes qui sont avec. Et puis lui, il est parti du principe inverse en se disant, mais si j'ai cette plante-là, ça veut dire que j'ai tel sol. Et si j'ai telle plante-là, c'est que j'ai telle dégradation du sol. Donc en fonction des variétés de plantes, il y a 3 livres très épais qui sont vraiment passionnants. Mais l'équipe de vous dire, qu'est-ce qui s'est passé dans le sol dans les années à venir, dans les années précédentes, et que ces plantes-là sont liées au dérèglement de l'agriculture, du jardinage, du travaux qui ont été faits. Donc, en général, dites-vous bien que si vous avez une plante qui pousse, je vais prendre un exemple tout simple, le plantain, par exemple, que vous trouvez dans votre jardin. Plantain, ça veut dire sol tassé, piétiné, asphyxié. Vous ne trouverez jamais un plantain dans une tourbière aérée, humide et acide. Plus le sol va être piétiné, plus vous allez faire mourir votre gazon, plus vous allez avoir du plantain qui va pousser. Du plantain, de la renouée, qui supporte le désherbant, mais qui sont capables de supporter au passage des voitures. D'ailleurs, vous avez déjà vu les parkings où il y a des gazons, on fait à grand renfort de plaques plastiques et de plaques béton,
des parkings non gazonnés qui fonctionnent jamais. J'ai toujours pas compris. C'est juste beau à la signature, à la fin et à la facture, mais quand les voitures se mettent dessus, ça fait de l'ombre, ça sèche dessous, et comme elles roulent, ça piétine et ça finit par tasser. En sachant que vous avez vu que les plantes naturelles ont tendance à pousser, se déployer, mourir, à composter, et puis comme la petite mousse dans l'enrobé, ça finit par devenir une bande de gazon alors qu'on est dans le goudron. Les volumes gonflent. En archéologie, ils estiment que la dernière fois que j'avais parlé avec un archéologue, l'époque romaine à aujourd'hui, c'est 1,20 m de terre. Pourquoi Et en fait, c'est la question, elle a été inversée, c'est que je lui dis, mais vous faites des fouilles, mais pourquoi vous descendez pas plus profond? Elle me dit, en dessous d'1,20 m, ça sert à rien, puisqu'après, on descend dans des temps géologiques beaucoup plus importants, et l'époque romaine, c'est plus ou moins entre 1 m et 1,20 m. Sauf dans des cas de combes naturels où les matières organiques s'entassent. Donc, en fait, le sol, il se crée naturellement. J'avais fait une fois une conférence où je vous avais demandé comment ça se fait que vous aviez de la terre dans votre jardin et comment ça marchait, mais c'est ce principe-là, c'est-à-dire que le sol, il se crée des poussières traînées par les vents, des débris de végétaux, des débris d'animaux, micro-débris, macro-particules par macro-particules. De l'époque romaine à aujourd'hui, c'est 1,20 m. Donc, quand vous mettez des systèmes, et vous voyez même sur des goudrons, sur des pavés, s'il n'y a pas des joints ciment qui empêchent la vie de passer, vous allez vous rendre compte que le gazon, il pousse même à travers les dallages, et que même avec une raclette, vous avez du mal à le sortir. Tout se met à gonfler, à sortir. Donc en fait, on a une croissance permanente. C'est pas parce qu'on a mis un dallage ou qu'on a fait quelque chose que ça fonctionne. Donc la pollinisation, les chardons, et donc ça, on peut passer ça. L'eau et la vie, hein, on continue la boucle en fait. Hein, il y a un moment quand vous avez des sécheresses, la moindre goutte d'eau est profitable à tout le monde. Et ne pas hésiter à laisser des soucoupes d'eau à toute saison. Philippe Rivière dit qu'il vaut mieux utiliser des soucoupes en terre cuite en plein été, puisque si vous devez vous absenter, contrairement à du plastique ou du métal, où l'eau va rester, les moustiques vont se mettre dedans, vu qu'elles sont en terre cuite, ça va être absorbé, évaporé. Du coup, vous n'avez jamais de moustiques dans ces soucoupes-là. Bon, voilà, le moindre robinet suffit à redémarrer la vie. Petite question, vous voyez quoi? Ah, vous voyez des fougères, d'accord. Donc là, vous me parlez de fougères. Ok. Oui, exact. Très serré, c'est exact. Et un fossé, primordial pour eux. Alors c'est en Écosse, mais ouais, pas loin. Ouais. Oui. Et vous savez ce que c'est en fait, à l'origine? C'était une simple haie de hêtre. Sauf que quand vous arrêtez de les tailler, vos hêtres, vos charmilles, ils redeviennent naturellement des arbres. Et là, on a des hêtres qui font 30 mètres de haut, très serrés les uns. Alors, j'ai fait pas mal de photos de détails. Je vous ai épargné ça. J'ai juste gardé l'alignement parce que ça m'intéressait de penser que beaucoup de gens dans le jardin disent, moi, je suis plutôt très nature. Le bonsaï, c'est vraiment mutiler les végétaux, les tenir. Mais en fait, quand vous prenez un hêtre, un charme, ou que vous preniez un thuya que vous gardez à 1,80 m, parce que c'est la norme de votre copropriété, c'est des végétaux qui sont censés faire 10, 12, 15 mètres, que vous plantez tous les 50 centimètres d'intervalle, enfin, allez, plus personne fait ça, hein, à 50 centimètres du mur en béton, j'ai toujours pas compris. Parce que ces végétaux-là, ils ont besoin d'espace pour vivre. Et je vous rappelle que la norme dit que vous n'avez pas le droit de planter des végétaux de moins de 2 mètres à moins de 50 centimètres du mur du voisin, de l'aliment du voisin. Oui, mais ça, c'est la norme. Vous n'avez pas le droit à moins. Qu'est-ce qui vous empêche de les planter à 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres pour qu'ils puissent s'épanouir, plutôt que de les obliger. Enfin, côté grillage, enfin, moi j'ai cette expérience de jardinier, on passe entre le grillage et la haie. Il ne faut pas que ça aille pas chez le voisin. Hein. Se faire chier, comme on peut se faire chier, parce que la loi, elle est lue de manière basique. On ne doit pas planter à moins de 50 centimètres. Alors évidemment, on ne va pas la mettre au milieu du gazon, là, hein, et encore que ça pourrait suffire. Et puis, oui, oui, c'est vrai que c'est lié à ça, hein, mais
Après, aujourd'hui, on va beaucoup plus aller vers de la plantation de haies paysagers, fleuries. Pensez systématiquement aussi dans vos plantations, ne pas hésiter à mettre des arbustes à fruits, petits fruits d'hiver. Pas juste parce que c'est joli en hiver, mais souvent on a tendance à favoriser la belle saison. Le mai-juin est tellement un feu d'artifice de couleurs que bah, le reste, on se dit, bah, moi, l'hiver au jardin, je suis à ma maison de campagne, je suis au ski, je suis ailleurs. Alors, bon, mais si vous voulez que votre jardin fonctionne, ça en fait vraiment partie. C'est possible en termes d'adaptation. C'est dans l'Ain, il y a des taxodiums. J'ai oublié le nom de l'étang dans l'Ain, je vais essayer de faire des photos. C'est assez bizarre parce qu'on a un côté Louisiane très marqué. Et tout ça pour dire qu'en fait, les végétaux, ils ont, et c'est là maintenant sur quoi on va aller travailler, c'est travailler sur l'adaptation au lieu. Ça aurait pu être ceux de Christian, mais je ne sais pas le profondeur de ton étang parce que là, il a fallu que je descende dans l'eau avec des poussards jusqu'ici pour pouvoir rentrer et faire des photos avec rien autour. Mais il y a beaucoup moins d'eau. D'accord, bon, peut-être que je ferai quelque chose. Bon, ceci avait des couleurs d'automne, voilà, dans un endroit dans l'Ain, une lumière au soir couchant, c'était assez intéressant. Si on peut continuer. On est sur un olivier, là on est à Villeneuve-les-Avignon. Euh, oui, il est creux. Est-ce qu'il a des années? Est-ce que ça l'empêche de vivre? Est-ce que ça l'empêche de fleurir? Bon, c'est vrai que les oliviers sont dits quasiment immortels parce que quand bien même on le couperait à ras, il va faire tellement de rejets que dans quelques années, on aura de nouveaux pieds d'olivier. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de vous montrer, alors je ne suis pas responsable des coupes, mais vous voyez, il y a ces fameuses coupes agricoles pour régénérer l'arbre. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que, c'est pas très pratique, mais on va pouvoir voir que cette branche-là, elle descend, et on a son bourrelet de sève qui descend et qui devient presque une branche dans l'arbre. Si on reprend ici, en fait, chaque fois que vous avez une branche qui rencontre une autre branche, vous vous rendez compte que plus on va en haut, plus c'est fin, plus on descend, plus ça devient gros. C'est juste l'accumulation des réserves qui viennent se construire. Et là, on le voit bien chez l'olivier, c'est qu'on va avoir une branche qui redescend, qui fait de la boucle, qui redescend et qui vient s'enraciner. Et donc chacune avec son réseau de racines. Donc pensez bien que quand vous taillez, il faut toujours veiller à équilibrer par rapport à où vont les racines. Vous avez un mur béton, vous savez forcément les racines sont ici. Vous avez un peuplier d'Italie, bah, il fait 2 mètres de large, mais en fait ses racines vont à 20 mètres de l'autre côté. Et pensez bien qu'à chaque fois que vous faites une blessure, c'est toute cette partie-là qui va pourrir en fait. Donc il va falloir toujours penser à équilibrer, garder des branches qui vont vous permettre de la branche de droite, enfin à votre gauche à vous, c'est elle qui va alimenter les racines qui sont dans ce secteur-là. Et inversement, en façade, en avant, en arrière. Donc pensez à cet équilibre-là. Donc ça, on est plutôt sur des végétaux dont, en fonction de son exposition, en fonction de ses contraintes, les autres arbres. Donc vous avez toujours un arbre, quand il est planté en arrière, il va toujours pousser comme ça pour aller chercher la lumière au-dessus. Sinon, il va pousser comme ça, tout simplement parce qu'il va chercher cette lumière. Donc, cherchez pas à redresser tous les arbres de votre jardin et à tailler de la même manière ou à la bonne saison. Donc, il va falloir tenir compte de son mode de vie, de son adaptation, de la lumière qu'il reçoit, de la capacité en eau qu'il a. Il y a un mur en béton ou un dallage ou quelque chose qui l'empêche de passer avec un mur de fondation. Et ça, je trouvais que c'était assez intéressant parce que on peut avoir un arbre creux et on se rend compte que tous les vénages sur ce genre de végétaux, vous pouvez le trouver chez les cognassiers dans vos jardins ou chez les pseudo-cognassiers, on voit très très bien le veinage qui est boursouflé comme des veines qui sortiraient comme presque en varices. Mais là, on se rend bien compte que les réseaux, et là, on se rend bien compte que quand il y a une coupe aussi radicale comme ça, cette petite branche-là, elle ne peut pas cicatriser ça. Elle ne sait pas faire. Déjà, si vous coupez le diamètre d'un avant-bras, c'est 5 ans avant qu'elle se gère avec des belles branches au-dessus. Ça, c'est un bois mort et tout ça est en train de dépérir. Il y aura juste un petit veinage là qui va courir là le long, qui va essayer de se sauver. Bon, la nature de l'arbre est bien faite parce que du coup, il est capable de s'adapter. Vous verrez que dans la nature, il y a énormément d'adaptation. Là, on est sur des chênes, sur l'île de Mule.
en Écosse. Un endroit exceptionnel, assez magnifique. Et sur le moment, bon, j'étais avec un groupe de photographes animaliers, donc on allait faire des oiseaux de mer. Et ils me disent, les arbres, qu'est-ce qui souffre ici? Je disais, mais comment ça, ils souffrent? Il me dit, tu vois bien, ils sont battus par les vents, enfin, il y a de la violence là. Je dis, mais ils sont en pleine santé, ils sont en pleine forme, ces arbres. En fait, c'est l'adaptation au lieu. Euh, j'ai oublié son prénom, Monsieur Cousin, Dominique Cousin, a dit quelque chose de très intéressant que je n'avais pas entendu, c'est que il disait la salinité des vents de mer viennent pincer tous les grands végétaux du parc de manière qu'il n'y en a aucun qui dépasse, malgré ces variétés. On peut avoir des arbres à 20 mètres et puis d'autres à 40 mètres, mais ils finissent tous par être à la même hauteur parce que le vent salé vient givrer tous les jeunes bourgeons et avec le sel empêche la croissance. Ça, c'est intéressant parce que c'est une taille naturelle, en fait. Et on a la même chose. On a les vents violents, on a les tempêtes, on a la salinité et on a des végétaux qui s'adaptent. Ça marche pas comme ça marche comme ça. Ils se redressent et ils prennent leur forme. Moi, je trouve qu'il y a un mouvement de danseuse, il y a un mouvement, une élégance de mouvement qui est assez incroyable. Et quand on arrive dans cet endroit-là, je vois ni violence, je vois ni blessure, ni un arbre frappé. Je vois juste un mouvement qui est extrêmement naturel. C'est le sens du vent et c'est le sens de la nature. Là, on a des aubépines. Elles souffrent de deux choses. C'est que en bas, c'est les moutons qui mangent les écorces et les branches basses, et en haut, c'est le vent. Bon, ben, vous voyez, ça les empêche pas. Avec des troncs comme ça, aubépines, on est sur du 200-300 ans. Hein. Ah oui, ils ont l'air de souffrir. Hein. Alors ça, c'est pareil. On arrive à trouver. Ça, de mémoire, c'était un bouleau. La photo est, enfin, ou du moins le mur ne nous permet pas, mais en fait, ça, c'est sa souche. D'accord? À plat, sauf qu'il est couché comme ça depuis. Enfin, moi, je suis descendu en bas, tellement bien enraciné que ça s'est pas passé la semaine dernière. Ça fait peut-être 20 ans qu'il est comme ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a redressé et il a refait un espace et il s'est équilibré. Encore un qui souffre, vous pensez? Là, on change radicalement de secteur. Forêt de Fontainebleau. J'ai eu la chance de pouvoir y aller cette année au printemps. J'avais jamais fait la forêt de Fontainebleau. Ça fait des années que je monte à Paris pour plein de bonnes raisons. Et je voyais toujours Fontainebleau, Fontainebleau. Cette fois, j'ai dit, je m'arrête. C'était un dimanche en fin d'après-midi, donc on était sur le retour. Et là, j'ai vu des rochers magnifiques. Bon, ils sont pas à vendre, décidément. Et à plein d'endroits, des arbres qui ont poussé sur la roche. Qui a dit que son jardin, il avait de la mauvaise terre? Qu'est-ce que devraient dire les arbres à cet endroit-là? Bah, tout simplement qu'il y a un moment, une simple graine qui vient se bloquer dans un amas d'aiguilles de mousse et qui vient finir par germer et récupérer les micro-gouttes de capillarité qui peuvent se mettre dedans, germer et faire sa vie. Là, on a un pin sylvestre. Ok, c'est résistant, ça pousse dans les cailloux. Ah, là, on a des bouleaux, là, quand même. Bon, alors lui, on va dire qu'il triche. Hein, il a poussé dans le sol plus que. Mais, je veux dire, la nature et les arbres, vraiment, à l'état naturel, ont une capacité d'adaptation qui est totalement incroyable. On pervertit un petit peu avec les jardins à vouloir mettre. Enfin, je me suis acharné, j'allais dire à cause de Christian, mais à cause d'une visite magnifique des jardins en hiver au mois de mars en Angleterre. Quand j'ai vu ces bouleaux blancs, j'ai dit mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc ça fait depuis 2 ans ou 3 ans que j'achète des bouleaux blancs et je pleure. Hein. Il y en a pas beaucoup qui résistent. C'est une hérésie de planter des bouleaux maintenant avec ce changement de temps. Mais quand on voit des choses belles à des endroits, on a envie de s'approprier une part de la beauté. Même moi qui essaye de parler de jardin naturel et de respect, bah, je continue à planter des bouleaux blancs et je regrette. Après, je me dis maintenant, par quoi je peux changer des bouleaux blancs, avoir cette lumière particulière en hiver? Y avait allé. Les ronces, mais alors en termes de troncs, c'est quand même un peu plus limité, mais oui. Voilà, enfin bref. Comme quoi, on a beau être prôné un jardin naturel, on a aussi tous nos petites envies de. Alors mon petit palliatif, ça va être peut-être de la gerstroémia parce que
Certes, il n'est pas blanc, mais son écorce est tellement remarquable et tellement fluide qu'on va retrouver un petit peu l'idée. Donc là, je suis en train de mélanger bouleau survivant avec la Gerstroemia. Enfin, il faudra qu'on se fasse un petit truc au printemps quand même. Peut-être pas au mois d'avril, mais vous avez une idée du jardin je crois que la dernière visite, elle remonte avant le confinement, mais c'est passé pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs qui sont pas finis parce que je vous rappelle que dans mon arborescence, il y a 10 ou 20 projets en maturation permanente. Mais je fais par petits bouts en fonction du temps qui me reste. Euh, mais voilà, il y a des choses qui ont évolué, qui peuvent être intéressantes en termes d'idées de jardin. Faux de Verzy, c'est cette année aussi. Je n'avais jamais été voir les faux de Verzy. Comment fait-on pour pas aller voir les faux de Verzy? C'est la limite de la Champagne. Enfin, c'est en Champagne. C'est pas si loin que ça, en fait. Du coup, on a des arbres d'un graphisme spectaculaire dont personne n'a rien fait. Alors la grande question est toujours pourquoi. Il y a quelques endroits comme ça en Europe. Du coup, ça m'avait travaillé parce que ce jour où on redescendait de Péry des A, euh, donc du coup, on a fait un crochet pour s'arrêter exprès parce que je me suis rendu compte que le week-end où on redescendait, c'était un week-end de pleine lune et je me suis dit, quand même, ça peut être sympa d'aller voir les faux de Verzy de nuit. Mais c'est pas le parc de la Tête d'Or, il n'y a pas de lumière. Hein. Pour aller chercher des arbres dans la nuit noire, je peux vous dire que j'ai galéré. Mais du coup, on n'avait pas trop anticipé ça. Je me dis que la lumière de pleine lune pourrait suffire. Mais ça, c'est le défaut du jardinier ou du photographe, c'est de se dire, on y va, on verra bien. Mais je vous ai mis la photo suivante qui permet de bien mettre en valeur les troncs. Et moi, je trouve que ça a tellement de... Bon. La mise en scène spectaculaire, c'est juste avec la lumière du téléphone portable. Oui, oui, caché derrière le tronc. Enfin, il y a mon fils qui est venu avec moi parce qu'il m'a dit quand même, tu veux pas partir tout seul. Bah si. Donc on est rentré, c'était 2 heures du matin, mais c'est pas grave. Donc il y a un téléphone portable caché là et un autre ici pour enlever un peu des ombres. Bon voilà, c'est une photo qui était assez intéressante. Mais ce qui me plaît bien, c'est que encore une fois, on voit bien tronc, branche principale, branche secondaire, ramille et la voûte de végétaux. Voilà. J'ai vu le lendemain que c'était des choses qu'il fallait pas faire, puisque les fautes d'énergie, on n'a pas le droit d'aller piétiner autour de leurs pieds. Bon, voilà, je ne savais pas. Je l'ai su le lendemain en voyant les panneaux. Euh, Là, on retourne sur l'île de Mule. C'est de l'adaptation encore au vent, aux végétaux. Et on voit qu'en fonction des saisonnalités, on voit les masses d'arbres qui vont se découper. C'est-à-dire que là, on a vraiment une forme. On a encore des sursauts de croissance. Ça, c'est lié aux ruptures des racines quand les arbres sont couchés à moitié arrachés par le vent. Ils recréent des réitérations, ils recréent des arbres dans l'arbre. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que enfin là, je n'ai pas le découpage, mais dans la forme de la feuille, on a le réseau qui correspond à l'arbre. Il y a un arbre qui est très très pratique, c'est le tilleul. Quand vous prenez une feuille de tilleul, qu'on appelle cordiforme, c'est-à-dire que ça fait une pointe et ça redescend en forme de cœur inversé. Quand vous regardez la feuille et que vous regardez le schéma de l'arbre, vous avez quasiment le même schéma, le même dessin. Les nervures et la disposition de chaque branche dans l'arbre correspondent au même principe à chaque fois. Donc on a dans les végétaux des dispositions. Ça ne marche pas tout, avec tous les végétaux, parce que vous prenez un frêne, c'est très découpé, et finalement ça ressemble pas tant, mais toutes les dispositions des branches correspondent et on a toujours cette répartition qui est intéressante. Donc on retrouvait, et puis toujours pareil, cette adaptation. Après, celle-ci, là, peut-être pas forcément. Là, on a la même chose d'un bouleau qui était sur un rocher. Donc là, on a la roche, ici. Le bouleau s'est arraché et tombé du rocher et a redémarré de souche. Alors, les miens meurent et eux arrivent à résister même arrachés. Donc, on n'a pas le climat de l'Écosse, même si aujourd'hui, ils sont en train de souffrir également. Hein. Ils n'ont jamais vu ça, on en a reparlé. Moi, je trouvais l'intéressant, c'est de se dire quand même, la souche est complètement aérienne et ça fonctionne. On va retrouver des arbres isolés comme celui-ci. Et à un endroit, alors ça m'arrive dans le monde de trouver dans différents voyages ce que j'appelle des arbres heureux. C'est-à-dire que vous avez vu, là on est au bout de la péninsule de l'île, là,
Et là, on a j'ai mangé le nom, le bras de mer qui rentre. Personne n'a le nom. Loch, ouais, Loch ou fjord. Fjord? Oui, c'est peut-être un fjord, oui. Et donc là, on est face à l'océan. Et bizarrement, tous les arbres sont couchés à cet endroit-là, comme vous avez pu le voir. Et puis lui, il est ici. Il s'est adossé à la falaise. Mais vous passez à peine la main entre lui et l'arbre. Et il s'est mis comme ça, face à l'océan. Et là, je peux vous dire que j'ai vu un arbre heureux. Il est en plein vent. Et j'ai eu du mal parce que même en reculant, en changeant d'objectif, si on peut voir la suivante, on s'aperçoit que la zone du vent, il est complètement appuyée, il est complètement dégarni parce que le vent à cet endroit-là, je peux vous dire qu'entre la pluie, les embruns et le vent, ça se coupe vraiment à cet endroit-là. Et si on va encore à la suivante, là, on se rend compte, c'est que entre ici et là, je fais plus de 40 mètres. Il est, mais juste énorme, et il a poussé un peu voilà, en espalier, complètement naturel. Je suis resté 2 heures ici. Je peux vous dire que le paysage, c'est un moment où je me suis posé une question en le regardant et en regardant ce qu'il regardait, parce que du coup, je me suis mis un peu à sa place et je me suis dit, mais je sers à quoi? Il sert à quoi mon métier? Tout est là, tout est beau, personne n'a rien fait, donc on a vraiment Loch ou Fjord, les collines en face, la mer, les végétaux. C'est d'une beauté tellement simple qu'on se demande pourquoi on tarabisque tous nos jardins, tous nos arbres. Et encore que moi, je devrais dire j'en vis, hein, donc je ne devrais pas me plaindre. Mais ça fait un bonheur incroyable. C'est-à-dire que je me suis jamais senti aussi vivant que de voir un arbre heureux. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un chêne, oui, c'est un chêne. Et partout, tout le long, c'était des arbres vraiment en rabouillis. Donc, l'arbre est là. Et en fait, c'est quand on se promène là, on est sur l'île de Mai et on passe au milieu. Il y a un sentier quand le bateau nous pose, on monte jusqu'au sommet de l'île et on passe vers des nids de sternes qui vous attaquent systématiquement. C'est presque l'attraction locale. Bon, il y a pas de violence, elles vous mettent un petit coup de bec, mais bon, voilà, c'est pas des méchancetés. Merci à vous.